Quand Caroline Dubois signa le contrat de mariage avec Cheikh Marc Al-Rachid, elle pensait faire le choix le plus rationnel de sa vie. 1 an à faire semblant d'être l'épouse d'un milliardaire arabe en échange de 2 millions d'euros qui sauveraient l'opération expérimentale de son jeune frère. Sans amour, sans complications, juste un accord professionnel avec une date d'expiration. Elle était sur le point de découvrir que certains secrets ne tiennent pas dans les contrats et que l'homme, derrière le titre de Cher, gardait une vérité qui changerait tout ce qu'elle pensait savoir sur le sacrifice, la famille et la ligne ténue entre faire semblant d'aimer et tomber réellement amoureux. Caroline avait 29 ans, était gérante d'un hôtel modeste à Lyon et n'avait jamais imaginé qu'un hôte solitaire changerait son destin pour toujours. Et avant de découvrir quel secret dévastateur Marc cachait, laissez votre like ici, abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez cette histoire incroyable. Tout commença par une nuit pluvieuse de juin, lorsque Marc arriva à l'hôtel où Caroline travaillait. Il ne ressemblait pas à un Cheikh, sans suite ostentatoire ni vêtements traditionnels, juste un homme grand et imposant, d'environ 35 ans, vêtu d'un costume discret mais clairement coûteux, ne portant qu'une valise à main. Ses yeux étaient ce qui impressionnait le plus, des bruns si sombres qu'ils semblaient noirs, portant un poids que Caroline reconnut immédiatement, car elle voyait le même dans le miroir tous les jours depuis le diagnostic de son frère. C'était le regard de quelqu'un portant un fardeau impossible. Il demanda la suite la plus isolée, refusa le service en chambre, et pendant 3 jours ne quitta pas sa chambre, sauf pour se promener dans le jardin à 3 heures du matin, quand il pensait que personne ne le voyait. Mais Caroline le voyait, car elle travaillait en double service pour payer les factures médicales de Gabriel. Et à 3 heures du matin, elle était toujours au bureau, faisant la comptabilité et essayant de trouver comment étirer l'argent, qui n'était jamais suffisant. Ce fut la 4e nuit que leurs vies se heurtèrent de manière inattendue. Caroline était dans le jardin, prenant l'air frais, quand elle entendit un son étouffé venant de la fontaine. C'était Marc, assis au bord de l'eau, la tête entre les mains, les épaules tremblantes, d'une manière qui suggérait qu'il pleurait. Un homme qui dégageait tant de contrôle et de pouvoir, s'effondrant seul dans un jardin à 3 heures du matin. Caroline aurait dû rentrer, respecter son intimité, mais il y avait quelque chose dans la scène qui touchait sa propre douleur. « Désolé de vous déranger », dit-elle doucement en français, puis passa à l'anglais. « Tout va bien ?» Marc leva brusquement la tête, essuyant rapidement ses yeux, clairement mortifié d'avoir été vu. « Je vais bien », dit-il dans un français parfait, mais avec un accent qui rendait les mots plus intéressants. « Je pensais juste. » Caroline aurait dû accepter la réponse et partir. Mais peut-être était-ce l'heure, ou la façon dont il avait l'air perdu, ou simplement qu'elle comprenait parfaitement ce que c'était d'être brisée à l'intérieur, tout en maintenant une façade pour le monde. « Personne ne pleure à 3 heures du matin parce qu'il pense juste, » dit Caroline, s'asseyant au bord de la fontaine, mais gardant une distance respectueuse. « Mais c'est bon, vous ne me connaissez pas, vous n'avez pas besoin de partager, vous n'avez juste pas besoin de faire semblant d'aller bien. Pas ici. Pas avec moi. » Marc l'étudia longuement, et Caroline vit quelque chose changer dans ses yeux. Une décision était prise. « Ma fille est en train de mourir, » dit-il abruptement, les mots sortant comme s'ils avaient été arrachés d'un endroit profond et douloureux. « Et il n'y a rien que mon argent puisse faire pour la sauver. » Le choc dut se lire sur le visage de Caroline, car Marc laissa échapper un rire amer. Surpris, tout le monde l'est. Comment l'un des hommes les plus riches du Moyen-Orient ne peut-il pas acheter un miracle pour sa propre fille? Mais certaines choses, j'ai découvert, n'ont pas de prix. Certaines choses, vous les regardez simplement vous filer entre les doigts, peu importe votre pouvoir. Caroline sentit des larmes piquer ses propres yeux parce qu'elle comprenait. Mon Dieu, comme elle comprenait. Mon frère, dit-elle doucement. Gabriel. Il a 17 ans et une leucémie agressive. Il y a un traitement expérimental en Suisse qui pourrait le sauver, mais cela coûte une somme impossible. Alors, oui, je comprends. Je comprends de regarder quelqu'un que vous aimez dépérir pendant que le monde continue de tourner comme si de rien n'était.
Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Deux étrangers unis par la douleur la plus universelle de toutes. L'amour pour quelqu'un qu'ils étaient en train de perdre. Ce fut Marc qui rompit finalement le silence. « Quel âge a votre fille ?» demanda Caroline gentiment. « 7 ans. Amira a 7 ans et aime les papillons et les histoires de princesses et croit que papa peut tout réparer. » Sa voix se brisa. « Et je ne peux pas. Pour la première fois de sa vie, je ne peux pas réparer. » Quel est le diagnostic ? Une malformation cardiaque congénitale rare. Elle a besoin d'une greffe, mais nous ne sommes pas compatibles. Et la liste d'attente est trop longue. Les médecins donnent 6 mois, peut-être moins. Il regarda Caroline. « Je suis venu en France à la recherche d'un spécialiste qui a publié une étude prometteuse. Il vit à Marseille. Je le rencontrerai demain. C'est mon dernier espoir. » Caroline vit dans son regard qu'il ne croyait pas vraiment que cela fonctionnerait, qu'il faisait les démarches parce que l'alternative était d'abandonner, et abandonner sa propre fille était impensable. « J'espère que ça marchera, » dit-elle sincèrement. « J'espère que vous trouverez votre miracle. » Marc hocha la tête en signe de remerciement et ils retournèrent au silence confortable. Aucun d'eux ne savait que cette rencontre de minuit planterait la graine de quelque chose qui changerait leur de vie, parce que 3 jours plus tard, Marc retourna à l'hôtel, mais cette fois, il n'était pas seul. Et la proposition qu'il avait pour Caroline était si bizarre, si désespérée, si impossible, qu'elle aurait dû dire non immédiatement. Mais quand vous vous noyez, parfois vous vous accrochez à n'importe quelle planche de salut offerte, aussi folle qu'elle puisse paraître. Marc entra dans le bureau de Caroline, accompagné d'un homme plus âgé à lunettes, portant une mallette en cuir. « C'est docteur Antoine Dubois, mon avocat, » dit Marc sans préambule. « J'ai une proposition pour vous, une qui peut sembler insensée, mais qui nous bénéficierait immensément à tous les deux. » Caroline cligna des yeux complètement perdue. « Une proposition ? Monsieur Al-Rachid, je ne comprends pas. »« Marc, » corrigea-t-il. « Et vous comprendrez dans un instant, mais d'abord, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement avant de réagir. » Il fit un geste vers la chaise, et Caroline s'assit, le cœur s'accélérant sans savoir pourquoi. Marc resta debout, et elle reconnut sa posture. C'était comme il regardait quand il se préparait au combat. Le spécialiste de Marseille a confirmé ce que les médecins de Dubaï ont dit. Amira a besoin d'une greffe urgente, mais il a également suggéré quelque chose que personne d'autre n'avait mentionné. Il y a un enfant sur la liste d'attente ici en France, du même âge qu'Amira, du même groupe sanguin rare. Si par miracle un cœur devenait disponible, les deux en auraient besoin immédiatement. Il marqua une pause. Mais il y a un problème. Selon les lois françaises, les étrangers ont une priorité moindre pour les greffes, à moins d'avoir une résidence permanente ou des liens familiaux forts avec le pays. Caroline commença à comprendre où cela menait, et c'était si absurde qu'elle faillit rire. « Un mariage, » dit Marc calmement. « Un contrat de mariage valable 1 an. Cela me donne la résidence temporaire et renforce le dossier d'Amira pour une greffe en France. » Le silence qui suivit fut absolu. Caroline regarda « Docteur » Antoine Dubois, espérant qu'il dirait que c'était une blague élaborée. Mais l'avocat ouvrit simplement sa mallette et poussa des documents sur la table. « Tout est légal et en bonne et due forme, » dit docteur Antoine Dubois. « Le mariage sera réel en termes légaux. Vous déménagerez à Dubaï, où Marc réside habituellement, mais passerez régulièrement du temps en France pour y maintenir également votre résidence. Après 1 an, un divorce à l'amiable, vous gardez le paiement et Gabriel aura eu le meilleur traitement disponible. Marc gagne du temps et la chance de sauver sa fille. » Caroline regarda les documents, puis Marc. « Pourquoi moi? Vous pourriez trouver n'importe qui. »« Je pourrais, » Marc acquiesça. « Mais vous comprenez le désespoir d'essayer de sauver quelqu'un que vous aimez. Vous ne m'avez pas jugé quand vous m'avez vu brisé. Et j'ai besoin de quelqu'un qui ne rendra pas cela plus compliqué que ça ne l'est déjà. Quelqu'un qui voit cela comme un accord commercial, pas une opportunité romantique. » Il rencontra ses yeux. « Vous êtes parfaite,
parce que vous en avez autant besoin que moi, et parce que je vous fais confiance d'une manière que je ne peux pas expliquer rationnellement. » Caroline aurait dû dire non. Elle aurait dû appeler cela de la folie et le chasser de son bureau. Mais elle pensa alors à Gabriel, dépérissant à l'hôpital, ses chances diminuant chaque jour. Elle pensa à la petite Amira, 7 ans, aimant les papillons, ayant désespérément besoin d'une chance. « J'ai besoin de réfléchir, dit-elle finalement. « Vous avez 12 heures, répondit Marc. Mon avion part demain à midi. » Quand ils partirent, Caroline resta à regarder le contrat pendant des heures. Elle lut chaque clause, chaque détail. Logement séparé dans le palais, aucune attente physique, apparition publique minimale nécessaire. Après 1 an, un divorce propre et à l'amiable. C'était une transaction pure et simple. Sans hésiter, la mère répondit immédiatement. « C'est mon fils, je donnerai ma vie pour lui. » Caroline connaissait alors la réponse, parce que Gabriel était son jeune frère, le garçon qu'elle avait pratiquement élevé, après que leur père les ait quittés, qui la regardait comme une héroïne. Et s'il y avait une chance, n'importe quelle chance, elle devait essayer. Elle appela le numéro que Marc avait laissé. « J'accepte, » dit-elle quand il décrocha, « mais j'ai mes conditions. » « Dites, je veux rencontrer Amira avant. Je veux savoir que c'est réel, que vous ne m'utilisez pas pour une raison étrange. Et je veux tout dans le contrat, chaque promesse, chaque détail, parce que si je vais vendre 1 an de ma vie, je veux des garanties en béton. » « Juste, » dit Marc, et elle entendit quelque chose comme du respect dans sa voix. « Venez à Marseille demain. Amira est avec moi à l'hôtel. Vous pourrez la rencontrer et Dr Antoine Dubois révisera le contrat avec autant de modifications que vous le souhaitez. » « Alors nous avons un accord, » dit Caroline, et elle sentit qu'elle sautait d'une falaise, sans savoir s'il y avait de l'eau ou des rochers en dessous. Le lendemain, Caroline prit le bus pour Marseille. Marc avait proposé d'envoyer un chauffeur, mais elle refusa. Elle avait besoin de ce temps pour digérer ce qu'elle faisait, épouser un étranger, déménager à Dubaï, faire semblant d'être l'épouse d'un cheikh milliardaire. C'était de la folie. Mais quand elle arriva à l'hôtel et fut conduite à leur suite, quand la porte s'ouvrit et qu'elle vit une petite fille aux grands yeux bruns et au sourire timide, quelque chose se serra dans la poitrine de Caroline. Amira était magnifique. Des cheveux foncés en 2 tresses, une petite robe rose tenant un papillon en peluche et si fragile, la peau pâle, des cernes sous les yeux, les mouvements fatigués de quelqu'un dont le corps menait une bataille qu'il était en train de perdre. « Bonjour, » dit Amira dans un anglais timide. « Vous êtes Caroline ?»« Oui, » répondit Caroline, s'agenouillant pour être à la hauteur de la petite fille. « Je m'appelle Caroline et je vais aider ton papa à prendre soin de toi. »« Tu es jolie, » dit Amira avec l'honnêteté brute d'un enfant. « Papa a dit que tu es très gentille. Il sourit quand il parle de toi. Papa ne sourit pas beaucoup ces derniers temps. » Les mots touchèrent Caroline plus qu'ils n'auraient dû. Elle regarda Marc, qui observait leur interaction avec une expression impénétrable. « Amira, pourquoi ne montres-tu pas tes dessins à Caroline ?» suggéra Marc. « Elle aimerait voir tes papillons. » Amira s'illumina et courut. Enfin, elle marcha rapidement, n'ayant clairement pas l'énergie de courir, pour aller chercher son carnet de dessin. Au moment où elle quitta la pièce, Marc se tourna vers Caroline. « Merci, » dit-il doucement, « d'être venue, d'avoir considéré cela. »« Oui, » Caroline acquiesça, « mais elle mérite une chance. » Elle étudia Marc. « Où est sa mère ?» Quelque chose de douloureux passa sur le visage de Marc. Nora est morte quand Amira avait 3 ans. Des complications de l'accouchement avec le 2e enfant qui n'a pas survécu non plus. Alors, il n'y a que nous 2, ça a toujours été comme ça. « Je suis désolée, » dit Caroline, et elle le pensait. « Moi aussi, » répondit Marc. Et dans ses yeux, Caroline vit une douleur en couche, non seulement pour sa fille malade, mais pour une épouse perdue, pour un fils qu'il n'avait jamais connu, pour une famille qu'il aurait dû avoir et qu'il n'avait pas eu. Quand Amira revint, elle passa l'heure suivante à montrer ses dessins à Caroline, racontant des histoires élaborées sur chaque papillon, faisant rire Caroline avec l'imagination vive de ses 7 ans. Et quand il fut enfin temps pour Caroline de partir, Amira l'embrassa.
Tu reviendras » demanda la petite voix. « Oui » promit Caroline. « Bien » dit Amira en souriant, « je t'ai aimé. » Et ce fut à ce moment-là, en serrant dans ses bras l'enfant qu'elle venait de rencontrer, sentant les petits os fragiles de la petite fille contre elle, que Caroline sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle allait le faire. Elle allait épouser Marc Al-Rachid, déménager à Dubaï, faire semblant d'être l'épouse d'un cher milliardaire, parce que cette petite fille méritait qu'on se batte pour elle avec tout ce qu'ils avaient, même si cela signifiait que Caroline risquait son propre cœur dans le processus, car il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas dit à Marc, quelque chose qu'elle avait découvert pendant ces 3 heures à Marseille. Elle commençait déjà à s'attacher, et cela, elle le soupçonnait, n'était pas dans le contrat. Le mariage eut lieu 2 semaines plus tard, dans un bureau d'état civil à Lyon, sans fleurs, sans invités, à part Dr Antoine Dubois et 2 employés du bureau comme témoins. Caroline portait une simple robe bleu marine, Marc, un costume sombre. Quand vint le moment de dire oui, Caroline hésita une fraction de seconde, une dernière chance de reculer. Mais elle pensa alors à Gabriel, déjà en route pour la Suisse, avec l'équipe médicale d'élite que Marc avait fournie, et à Amira, attendant à Dubaï. Elle dit oui. L'anneau que Marc lui passa au doigt était magnifique, en or blanc avec des diamants discrets, clairement coûteux mais pas ostentatoires. « C'était celui de ma mère » murmura Marc en le glissant à son doigt. « Elle vous aurait aimé. » Caroline ne s'attendait pas à un geste personnel dans un mariage de contrat. Elle cligna des yeux, surprise par les larmes. « Je vais en prendre bien soin, » promit-elle. « Je sais, » répondit Marc. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il sourit. Un vrai sourire, réchauffant ses yeux sombres. Ce fut dévastateur. Cela transforma tout son visage et fit battre le cœur de Caroline d'une manière totalement inappropriée pour un faux mariage. Le vol pour Dubaï fut long, et Caroline passa la majeure partie à observer discrètement Marc. Il travaillait sur son ordinateur portable, passant occasionnellement des appels en arabe qu'elle ne comprenait pas. Mais elle remarqua de petites choses. Comme il touchait inconsciemment son propre anneau de mariage, comme il souriait en regardant des photos d'Amira sur son téléphone, comme ses épaules portaient une tension qui ne se dissipait jamais complètement. « Caroline » dit Marc, sans lever les yeux de son ordinateur portable. Caroline rougit. « Désolé, j'essayais juste de comprendre l'homme que j'ai épousé. »« Demandez » dit-il, fermant son ordinateur portable et lui accordant toute son attention. Caroline réfléchit. Il y avait 1 million de questions, mais une se démarquait. « Pourquoi m'avez-vous vraiment choisi? Et ne me dites pas que c'était juste parce que je comprends. Il y a beaucoup de gens désespérés dans le monde qui comprendraient. Pourquoi spécifiquement moi ?» Marc resta silencieux si longtemps que Caroline pensa qu'il ne répondrait pas. « Vous m'avez vu au pire moment ?» dit-il finalement. « Vous m'avez vu pleurer, briser sans masque de pouvoir ou de contrôle, et vous n'avez pas jugé, n'avez pas essayé de réparer ou d'offrir des platitudes vides. Vous avez juste vu et êtes resté. » Et plus, pressa Caroline, sentant qu'il y avait des couches qu'il ne disait pas. Marc soupira. « Vous m'avez rappelé Nora, non pas en apparence, mais en essence. Elle aussi avait cette force tranquille, cette capacité à voir à travers les façades la personne réelle en dessous. Et quand j'étais avec elle, je pouvais juste être, pas cher, pas milliardaire, juste Marc. » Il regarda Caroline directement. « J'ai ressenti cela avec vous aussi. Dans ce jardin, pour la première fois depuis la mort de Nora, je n'ai pas eu à faire semblant d'aller bien, et cela a signifié plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Caroline sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était dangereux. Ce mariage était censé être une transaction, mais il parlait de connexion, de signification, de choses qui rendaient les lignes très floues. « Marc, » commença-t-elle, mais il secoua la tête. « Je ne confonds pas cela avec de la romance, » dit-il fermement. « Je sais ce que c'est, un accord, mais cela ne signifie pas que cela ne peut pas aussi être un partenariat basé sur le respect mutuel, peut-être même une amitié. »« Une amitié ?» répéta Caroline, testant le mot. « Je peux faire une amitié. » Le palais de Dubaï était à couper le souffle.
architecture traditionnelle mêlée de luxe moderne, jardin luxuriant entouré de hauts murs, fontaines ornementales partout. Et au centre de tout, une petite silhouette courant, enfin se déplaçant aussi vite qu'elle le pouvait vers la voiture. « Papa !» cria Amira, se jetant dans les bras de Marc au moment où il sortit de la voiture. Il la prit avec précaution, évidemment conscient de sa fragilité, et la serra fort. « Mon papillon !» murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu m'as manqué aussi, » dit Amira. Puis elle vit Caroline. Ses yeux s'illuminèrent. « Caroline, tu es venue, tu es vraiment venue !» Caroline eut à peine le temps de réagir avant qu'Amira ne demande à Marc de la poser et vint directement vers elle, lui serrant les jambes. « Papa a dit que tu allais vivre avec nous maintenant. C'est vrai? Tu vas vraiment rester ?» Caroline regarda Marc pour de l'aide et le vit faire un petit signe de tête. Ils avaient décidé d'être honnêtes avec Amira sur la nature du mariage, adapté à la compréhension d'une enfant de 7 ans. « Oui, » dit Caroline, s'agenouillant à la hauteur d'Amira. « Je vais rester un moment pour aider à prendre soin de toi et tenir compagnie à ton papa. »« Parce que tu l'as épousé ?» dit Amira triomphalement. « Je sais, Sophie me l'a dit. » La question resta en suspens, inattendue et compliquée. Caroline ouvrit la bouche, la referma, ne sachant pas comment répondre. Ce fut Marc qui intervint. « Non, mon papillon, Caroline est mon amie. Et ta tante Caroline ?» Amira testa, puis sourit. « J'aime bien. Tu vas me lire des histoires? Papa lit, mais il fait toutes les voix amusantes de travers. » Caroline rit. « J'adorerais te lire des histoires. » « Et alors ?» Amira prit la main de Caroline d'une main et celle de Marc de l'autre. « Allons-y, il faut que je te montre ma chambre. Il y a un ciel de lit avec des papillons et tout. » Tandis qu'Amira les tirait vers le palais, bavardant avec enthousiasme sur toutes les choses qu'elle voulait montrer à Caroline, Caroline sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas censé faire partie de l'accord. Amira n'était pas censée en faire partie. Il s'agissait juste de sauver Gabriel et de gagner de l'argent. Mais en regardant la petite main dans la sienne, sentant la confiance immédiate et absolue qu'un enfant lui accordait, Caroline réalisa qu'il était déjà trop tard. Elle était déjà impliquée, elle s'attachait déjà, et cela, elle le savait avec une certitude soudaine et effrayante, allait tout compliquer d'une manière que le contrat n'avait jamais prévue. Les premières semaines à Dubaï furent un tourbillon d'ajustements. Caroline avait une aile privée dans le palais, des chambres spacieuses décorées avec un goût impeccable, mais impersonnel. Marc avait clairement indiqué qu'elle pouvait les redécorer comme elle le souhaitait, faire de cet espace le sien. Elle le remercia mais ne toucha à rien. Cela semblait mal, d'une certaine manière, de faire de cet endroit temporaire un foyer, mais il était difficile de maintenir les limites quand Amira était constamment dans ses chambres, apportant des livres à lire, des dessins à admirer, des histoires interminables sur tout et rien. La petite fille était affamée d'attention féminine, de quelqu'un qui l'écouterait avec patience, pendant qu'elle décodait le monde, à travers le prisme de ses 7 ans. Et Caroline découvrit qu'elle ne pouvait rien refuser à cet enfant. Elles établirent une routine. Les matins étaient consacrés à la lecture, Amira blottie à côté de Caroline sur le grand canapé de la bibliothèque. Les après-midi étaient consacrés à l'art, à peindre des aquarelles ou à faire des collages. Les soirées étaient celles de Marc, qui rentrait du travail et consacrait chaque instant à sa fille. Caroline les observait souvent pendant les dîners, la façon dont Marc coupait patiemment la nourriture d'Amira en petits morceaux, comme il riait de ses blagues qui n'étaient pas drôles, mais l'étaient pour elle. Comme ses yeux la suivaient constamment, vérifiant la couleur de ses joues, observant les signes de fatigue, toujours en alerte pour tout changement qui pourrait indiquer une aggravation. C'était beau et déchirant à la fois. Et Caroline se retrouva à vouloir quoi? Faire partie de cela, être plus qu'une observatrice dans leur vie, mais ce n'était pas l'accord. « Vous êtes silencieuse », observa Marc un soir après avoir couché Amira. Ils étaient sur sa terrasse privée, regardant les jardins illuminés, buvant du thé à la menthe. « Je pensais juste, » répondit Caroline. « À quoi »
À quel point c'est étrange. Être marié, mais pas marié. Vivre dans votre maison, mais ne pas en faire vraiment partie. Aimer, prendre soin d'Amira, mais ne pas être sa mère. Marc se tourna pour la regarder. « Vous êtes insatisfaite de l'arrangement ?» « Non, » dit Caroline rapidement. « C'est juste différent de ce à quoi je m'attendais. Plus difficile de maintenir les limites que je ne le pensais. »« Je sais ce que vous voulez dire, » admit Marc. « Amira s'est déjà attachée à vous. Elle parle constamment de tante Caroline. Et quand vous partirez ?» Il marqua une pause. « Quand l'accord se terminera, ça fera mal. Pour elle, et honnêtement pour moi aussi. »« Pour vous ?» Caroline répéta, surprise. Marc esquissa un petit sourire. « Vous êtes devenue une partie de nos vies, Caroline. Pas seulement une présence dans la maison, mais une partie. Amira est plus heureuse. Je suis plus heureux. Et quand je me souviens que c'est temporaire, il secoua la tête. Mais il n'y a pas de raison d'y penser maintenant. Nous avons encore presque un an. Presque un an. » Caroline fit le calcul mentalement. 11 mois restants. Puis je retournerai en France pour Gabrielle, qui répondait incroyablement bien au traitement en Suisse pour la vie qu'elle avait avant. Une vie sans Marc et Amira. L'idée faisait plus mal qu'elle n'aurait dû. « Marc, » dit Caroline, « je ne veux pas que cela se termine. » Marc resta très silencieux. « Que voulez-vous dire ?»« Je ne sais pas, » Caroline admit. « Cela semble juste un gâchis. Ce que nous avons. Partenariat, amitié, quoi que ce soit. Que cela se termine juste parce que le contrat le dit. Vous suggérez de prolonger le contrat? Peut-être, ou peut-être. » Caroline prit une profonde inspiration. Peut-être voir où cela nous mène naturellement. Sans date d'expiration, ni obligation contractuelle. Juste voir. C'était un pas énorme d'admettre qu'elle voulait plus qu'un accord temporaire, mais il y avait aussi une terrible vulnérabilité là-dedans. Et si Marc ne voulait pas? Et s'il la voyait juste comme une employée pratique, pas comme quoi? Une partenaire potentielle? Quelque chose de plus? Marc l'étudia longuement. « Alors, Caroline, je dois vous dire quelque chose. Quelque chose qui n'est pas dans le contrat parce que j'avais trop honte de l'inclure. » Le cœur de Caroline s'accéléra. « Quoi ? La raison pour laquelle je suis allé en France quand je l'ai fait n'était pas seulement pour un spécialiste, c'était parce que je fuyais Dubaï, les attentes familiales de... » Il marqua une pause. « D'un mariage arrangé que ma famille me pressait de faire. » Le monde s'inclina. « Un mariage arrangé ?» Ma mère et mon oncle avaient décidé que 7 ans était un temps suffisant de deuil, qu'Amira avait besoin d'une mère, que j'avais besoin d'une épouse pour consolider ma position dans la famille. Marc passa la main dans ses cheveux, un geste de frustration que Caroline commençait à reconnaître. Ils avaient choisi une femme, quelqu'un d'approprié, d'une famille importante, et ils prévoyaient une annonce officielle quand j'ai fui en France et vous ai épousé. J'ai rendu leur mariage impossible. Marc termina. Oui, je vous ai utilisé, Caroline, non seulement pour aider Amira, mais pour échapper à un piège qui était en train d'être tendu. Caroline aurait dû être furieuse. Elle aurait dû se sentir utilisée, manipulée, mais tout ce qu'elle ressentit fut de la compréhension. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant? Parce que j'avais honte et parce que je ne voulais pas que vous pensiez que c'était la seule raison. Aider Amira est réel. Avoir besoin de vous est réel. Mais oui, il y avait aussi une part d'égoïsme. Marc la regarda directement. « Pouvez-vous me pardonner ?» Caroline réfléchit. « Ça dépend. Cette femme, cette fiancée arrangée, elle attend toujours. » « Elle n'attendait jamais, » dit Marc. « Elle était aussi réticente que moi. Mais nos familles ne se souciaient pas de ce que nous voulions. Et maintenant que vous êtes ici, avec notre mariage légal et enregistré, ils ne peuvent rien faire. » Il fit un pas de plus. « Mais voici la vérité, Caroline. Même s'il n'y avait pas Amira, même s'il n'y avait pas de pression familiale, j'aurais quand même voulu que vous restiez, parce que vous rendez tout plus léger, et je ne veux pas que cela se termine dans un an. » Le cœur de Caroline battait la chamade. « Que dites-vous ? » « Je dis que peut-être nous pouvons transformer cela en quelque chose de réel. Pas maintenant, pas précipitamment, mais donner une chance.
Voir si ce que nous construisons peut être plus qu'un contrat. Avant que Caroline ne puisse répondre, un son venant de l'intérieur du palais les interrompit. « Amira !» Ils coururent, trouvant l'enfant allongée au pied des escaliers, pâle et inconsciente. Et tandis que Marc prenait sa fille dans ses bras et que Caroline appelait les urgences, elle réalisa que les secrets de Marc étaient une moindre préoccupation maintenant, parce qu'Amira était en danger et rien d'autre n'importait, sauf la sauver. Les heures suivantes furent un cauchemar. Amira fut transportée d'urgence à l'hôpital, Marc dans l'ambulance avec elle, Caroline suivant dans une voiture séparée. À l'hôpital, ils furent confrontés à une équipe de médecins qui expliquèrent qu'Amira avait eu un épisode d'arythmie sévère, son cœur s'épuisant et défaillant. « Combien de temps lui reste-t-il » demanda Marc, la voix étonnamment calme, malgré son visage pâle. « Sans greffe, des semaines, peut-être des jours, s'il y a un autre épisode. » « Mais, monsieur Al-Rachid, vous savez aussi bien que moi que la liste d'attente... » « Je sais, » coupa Marc. Il regarda Caroline et elle vit le désespoir brut dans ses yeux. Que faire quand l'argent ne peut pas acheter la seule chose qui compte? Caroline n'avait pas de réponse. Elle lui tint juste la main, entrelaçant leurs doigts, offrant le seul réconfort qu'elle pouvait, sa présence. Ils passèrent la nuit dans la chambre d'hôpital avec Amira. La petite fille était sous sédatif, petite forme entourée de machines qui bipaient et bourdonnaient, la maintenant en vie. Marc s'assit au chevet, lui tenant la main, murmurant en arabe, des prières. Caroline réalisa, il priait. Caroline finit par s'endormir sur une chaise inconfortable près de l'aube. Épuisée émotionnellement et physiquement, elle se réveilla avec une main douce, secouant son épaule. C'était Marc, les yeux rouges, mais l'expression déterminée. « Je dois faire quelque chose, dit-il. »« Quoi ?» demanda Caroline encore groggy. « Je vais faire un appel public désespéré pour un donneur. Utiliser ma position, mon influence, ma richesse. Offrir une récompense absurde, tout ce qui peut accélérer le processus. » Caroline comprenait le désespoir, mais elle voyait aussi le danger. « Marc, cela va attirer l'attention sur vous, sur Amira, sur nous. Notre mariage va être examiné, les gens vont enquêter. »« Je m'en fiche, » dit Marc férocement. « Qu'ils enquêtent, qu'ils questionnent. Si cela sauve ma fille, ça vaut chaque gros titre, chaque potin, chaque invasion de la vie privée. » Il regarda Caroline. « Mais cela vous affectera aussi. Cela peut rendre votre vie un enfer. Alors, je dois vous demander, êtes-vous avec moi? Parce que si vous ne l'êtes pas, si c'est trop, je comprends. Le contrat vous permet de partir si les circonstances changent radicalement. » Caroline regarda Amira, petite et fragile, dans le lit d'hôpital. Elle pensa à Gabriel, maintenant fort et en bonne santé, grâce à Marc. Elle pensa à tous les enfants du monde qui avaient besoin de miracles. « Je suis avec vous, » dit-elle fermement. « Faites ce que vous avez à faire. Nous affronterons les conséquences ensemble. » Le soulagement sur le visage de Marc fut palpable. Il tira Caroline dans une étreinte serrée et elle sentit un tremblement parcourir son corps. « Merci, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Merci de ne pas fuir. »« Je ne fuis pas quand les choses deviennent difficiles, » répondit Caroline, ignorant la voix intérieure qui lui murmurait que c'était exactement ce qu'elle faisait. Mais pas cette fois, pas avec Amira. L'appel au public fut lancé cet après-midi-là. Marc tint une conférence de presse, vulnérable et ouvert d'une manière qui choqua les médias, habitués à le voir comme un homme d'affaires impénétrable. Il parla d'Amira, de l'amour d'un père, du désespoir de voir un enfant dépérir et fit une offre impossible à ignorer, 5 millions d'euros pour des informations menant à un donneur compatible. Plus 10 millions d'euros pour la famille du donneur si la greffe avait lieu. C'était une somme choquante, à l'éthique discutable, mais c'était aussi un père désespéré, utilisant le seul pouvoir qu'il avait, l'argent. La réponse fut immédiate et écrasante. Les médias explosèrent. Certaines personnes applaudirent le courage de Marc, d'autres l'accusèrent d'essayer d'acheter sa place en tête de liste, de rendre les greffes d'organes transactionnelles.
Et inévitablement, l'attention se tourna vers Caroline. Qui était cette épouse mystérieuse? Pourquoi une Française avait-elle épousé un cheikh? Il y eut des spéculations, des potins, quelques théories absurdes. Et puis, 3 jours après l'appel de Marc, la véritable bombe tomba. Un journaliste d'investigation en France découvrit la vérité. Caroline avait été gérante d'hôtel. Marc y avait séjourné. Des semaines plus tard, le mariage, le traitement coûteux de Gabrielle en Suisse, payé par une entreprise liée à Marc. La conclusion était évidente et scandaleuse. Caroline s'était vendue en mariage pour payer le traitement de son frère. Et tandis que l'histoire se répandait, Caroline regardait sa vie soigneusement construite s'effondrer. Les médias furent impitoyables. Caroline ne pouvait pas sortir sans être poursuivie par des photographes criant des questions cruelles. Combien vous a-t-il payé? Ressentez-vous une affection réelle ou n'êtes-vous qu'une actrice? Votre frère sait-il que son traitement a été acheté au prix de votre dignité? Les mots touchaient une corde sensible parce qu'ils touchaient des insécurités que Caroline avait enfouies. Elle s'était vendue. C'était différent de la prostitution seulement par la façade d'un mariage légal. Et Gabriel, mon Dieu, Gabriel ne savait pas la vérité. Il pensait que Marc était le vrai mari de Caroline, un bienfaiteur généreux qui était tombé amoureux de sa sœur. Quand la nouvelle éclata, il appela du centre de traitement en Suisse, la voix empreinte de confusion et de douleur. « Caroline, ce que les médias disent, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu ne l'as pas épousé juste pour mon traitement? Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Caroline voulait mentir. Elle voulait le rassurer que l'amour était réel. Mais elle avait passé sa vie à enseigner à Gabriel la valeur de l'honnêteté. « C'est compliqué, dit-elle finalement. Mais Gabi, tu dois savoir, je le referai 1000 fois. Tu es mon frère. » Silence au bout du fil. « Alors, mais au prix de ton propre bonheur, Caroline, je ne veux pas vivre en sachant que tu as tout sacrifié pour moi, que tu es piégée dans un faux mariage. » « Ce n'est pas comme ça, » Caroline l'interrompit. « Gabriel, écoute, ça a commencé comme une transaction. Oui, mais Marc c'est un homme bon, et Amira, sa fille, elle est devenue importante pour moi. Ce n'est pas une prison, c'est... » Elle marqua une pause, réalisant la vérité en parlant. « C'est un choix. Je choisis de rester non seulement pour toi, mais parce que je le veux. » C'était vrai. Quelque part entre contrat et chaos, entre jardin de minuit et couloir d'hôpital, Caroline avait cessé de voir cela comme une obligation. Elle commença à le voir comme une possibilité. Gabriel resta silencieux, digérant. « Tu l'aimes » dit-il finalement. Caroline déglutit. « Je ne sais pas. Peut-être, mais cela ne change pas que je t'ai choisi en premier et que je le referai. »« Je sais, » dit Gabriel doucement. Et c'est pourquoi tu es la meilleure personne que je connaisse. Mais Caroline, c'est ok de t'attacher à lui aussi. Ce n'est pas une trahison envers moi si tu as trouvé le bonheur dans tout ça. » Après avoir raccroché, Caroline resta à regarder son téléphone pendant un long moment. Elle aimait Marc. L'idée était absurde. Ils se connaissaient depuis seulement quelques semaines. Mais elle pensa alors à la façon dont son cœur s'accélérait quand il entrait dans une pièce. À la façon dont elle le cherchait dans les moments de stress, à la façon dont son toucher la réconfortait d'une manière que rien d'autre ne faisait. Ce n'était peut-être pas encore de l'amour, mais c'était le début de quelque chose, et cela la terrifiait et l'excitait à parts égales. Pendant ce temps, la pression affectait également Marc. Sa famille, qui était restée silencieuse sur son mariage jusqu'à présent, avait soudain des opinions très tranchées et critiques. La mère de Marc, Cheka Farah, apparut au palais 3 jours après l'éclatement du scandale. Caroline l'avait brièvement rencontrée auparavant, une femme élégante, d'âge moyen, qui avait été poliment froide, mais maintenant elle était furieuse. « Vous avez humilié cette famille » dit-elle à Marc en anglais, voulant clairement que Caroline comprenne. « Acheter une épouse comme si c'était une marchandise, faire un spectacle de désespoir à la télévision mondiale. Ce n'est pas le comportement d'un Al-Rachid. »« J'essaie de sauver ma fille, » répondit Marc, la voix dangereusement calme. « Si cela vous humilie, mère, je suis désolé, mais je ne m'excuserai pas de faire tout ce qui est en mon pouvoir. »
pour Amira. Et cette femme? Farah se tourna vers Caroline, les yeux critiques. Cette opportuniste qui a vu une chance et s'y est jetée, croyez-vous vraiment qu'elle se soucie de vous, d'Amira? Elle est là pour l'argent, Marc, et quand elle aura ce qu'elle veut, elle partira. Les mots firent plus mal qu'ils n'auraient dû, car il y avait une part de vérité en eux. Caroline s'était lancée là-dedans pour l'argent, mais elle avait changé. Elle était différente maintenant, n'est-ce pas? Avec tout le respect que je vous dois, Cheikha Farah, dit Caroline, en forçant sa voix à être ferme, vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas ma situation, ni mes motivations. Oui, j'avais besoin d'argent pour sauver mon frère, mais ce n'est pas tout ce que je suis. Et mes raisons de rester maintenant vont au-delà du contrat original. Alors, pourquoi restez-vous? Défia Farah. Dites devant mon fils, pourquoi êtes-vous vraiment ici? Caroline regarda Marc, le voyant observer intensément, voulant clairement connaître la réponse lui aussi. Et elle réalisa que le moment de la vérité était arrivé, sans plus de cachette, sans plus la protection d'un simple accord commercial. « Je reste, dit simplement Caroline, avec Amira, qui est plus courageuse que n'importe quel adulte que je connaisse, et avec Marc, qui porte le poids du monde sur ses épaules, mais trouve encore le temps de faire des voix amusantes pendant les histoires du soir. Je ne suis pas venu ici par amour, mais je commence à rester par amour. » Le silence qui suivit fut absolu. Farah regardait Caroline avec une expression impénétrable. Marc semblait figé, les yeux écarquillés, et Caroline se sentit complètement exposée, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Ce fut Marc qui rompit le silence. « Mère, s'il vous plaît. » Farah regarda entre eux, puis hocha brusquement la tête et sortit, les laissant seuls. Au moment où la porte se referma, Marc se tourna vers Caroline. « Vous le pensiez, ce que vous avez dit, sur le fait de commencer à rester par amour ?» Caroline voulait reculer, se protéger, dire qu'elle avait trop parlé, que la chaleur du moment lui avait fait dire des choses qu'elle ne voulait pas dire. Mais elle était fatiguée de se cacher, fatiguée de faire semblant que son cœur n'était pas impliqué, alors qu'il l'était clairement. « Oui, dit-elle. Je le pensais, et je sais que ce n'était pas prévu. Je sais que cela complique tout, mais... » Marc l'embrassa. Ce fut soudain et inattendu, et pendant un instant, Caroline se figea sous le choc. Mais ensuite, ses bras se refermèrent autour de son cou. Elle l'embrassait en retour, déversant tous ses sentiments confus dans le contact. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. « Moi aussi, » dit Marc d'une voix rauque. « Je m'attache plus que je ne devrais, plus vite que cela n'a de sens, mais je ne peux plus faire semblant que ce n'est qu'une transaction. » « Alors, que faisons-nous » murmura Caroline. « Nous réécrivons le contrat, répondit Marc. Nous rendons cela réel. Pas un mariage de façade, mais un vrai partenariat, et nous lui donnons une vraie chance. » C'était tout ce que Caroline voulait, et tout ce qu'elle craignait. Parce que si cela devenait réel, si elle s'investissait complètement, elle avait tellement plus à perdre. Mais en regardant dans les yeux de Marc, voyant la même vulnérabilité et le même espoir s'y refléter, elle sut qu'il était déjà trop tard pour se protéger. Elle avait déjà sauté. Il ne restait plus qu'à savoir si quelqu'un était là pour la rattraper. « D'accord, dit-elle. Essayons pour de vrai. » Et tandis que Marc la tirait pour un autre baiser, Caroline entendit le son qui les fit tous deux se figer. Des applaudissements lents et sarcastiques. Ils se retournèrent pour trouver Farah debout dans l'embrasure de la porte, qu'elle n'avait clairement jamais vraiment refermée complètement, et l'expression sur son visage fit le sang de Caroline se glacer. « Quelle performance !» dit Farah froidement, presque convaincante. La menace de Farah planait sur eux comme un nuage sombre, mais avant qu'ils ne puissent y faire face correctement, le téléphone de Marc sonna. C'était l'hôpital. Ils avaient trouvé un donneur potentiel, un jeune homme de 20 ans à Toulouse, en mort cérébrale, après un accident de moto, la famille étant disposée à donner ses organes, groupe sanguin et compatibilité avec Amira. « Parfait. »« Combien de temps avons-nous » demanda Marc, attrapant déjà les clés de sa voiture.
6 heures pour arriver à l'hôpital, faire les préparatifs, vérifier la compatibilité finale. Si tout est bon, l'opération aura lieu demain matin. Ils se précipitèrent à l'hôpital, trouvant Amira déjà en préparation par l'équipe médicale. La petite fille était effrayée, mais essayait d'être courageuse. « Papa ?» demanda-t-elle, sa main serrant fort celle de Marc. « Tu vas aller plus que bien ?» Marc promit, la voix tremblant légèrement. « Tu seras forte et en bonne santé, tu courras et joueras et vivras une vie longue et merveilleuse. Et tante Caroline sera là quand tu te réveilleras. » Amira regarda Caroline avec de grands yeux confiants. « Je ne vais nulle part, » promit Caroline, embrassant le front d'Amira. « Je serai juste ici, à t'attendre pour que tu reviennes vers moi. »« Vers nous », elle voulait dire. Mais les mots restèrent coincés. L'opération dura 12 heures. 12 heures d'enfer, où Caroline et Marc restèrent assis dans une salle d'attente stérile, sans beaucoup parler, existant juste dans le même espace partagé de terreur et d'espoir. La famille commença à arriver à mesure que la nouvelle se répandait. La mère de Marc, toujours désapprobatrice, mais clairement inquiète pour sa petite fille. Oncle et tante avec diverses opinions sur tout, cousins qui connaissaient à peine Amira, mais qui se présentèrent par devoir familial. Et à travers tout cela, Caroline se sentit comme une intruse. C'étaient les gens de Marc, sa famille, son histoire. Elle n'était que quoi? Une épouse temporaire, une femme qui commençait à l'aimer mais sans droit réel, sans place réelle, dans un moment aussi intime que celui-ci. Ce fut Marc qui remarqua son retrait, qui tendit aveuglément la main vers la sienne et entrelaça leurs doigts, s'ancrant en elle. « Reste, » murmura-t-il. « S'il te plaît, j'ai besoin de toi. » Et Caroline resta. Quand le médecin émergea enfin, l'expression épuisée, mais souriante, toute la salle retint son souffle collectif. « L'opération a été un succès, dit-il. Le cœur fonctionne parfaitement. Les prochaines 48 heures sont critiques, mais je suis optimiste. » Marc s'effondra, littéralement s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains, des sanglots secouant ses épaules. Et ce fut vers Caroline qu'il se tourna, lui permettant de le tenir, tandis que des années de peur et de tension trouvaient enfin leur libération. La famille observait avec des degrés variés d'approbation et de malaise, mais Caroline ne s'en souciait pas. À ce moment-là, tout ce qui importait était l'homme dans ses bras, qui enfin pouvait respirer. Quand Marc retrouva sa posture, ils furent autorisés à voir Amira en convalescence. Elle était pâle, entourée de machines, mais pour la première fois depuis que Caroline l'avait rencontrée, il y avait de la couleur sur ses joues, de la vie. « Bonjour, mon papillon », murmura Marc, caressant doucement ses cheveux. « Tu as été si courageuse, si forte, et maintenant tu vas voler comme tu l'as toujours voulu. » Amira ne se réveilla pas, lourdement sédatée, mais Caroline jura qu'elle vit un petit sourire effleurer ses lèvres. Dans les jours suivants, Amira s'améliora rapidement. Son corps accepta magnifiquement le nouveau cœur. Les couleurs revinrent. L'énergie revint, et pour la première fois, les médecins utilisèrent un mot que Marc craignait même d'espérer entendre. « Guérison, elle va bien », le médecin-chef dit lors d'une consultation une semaine après l'opération. Avec des médicaments immunosuppresseurs et des soins, Amira a un pronostic excellent. Elle vivra une vie normale, longue et saine. Marc pleura de nouveau, mais cette fois c'étaient des larmes de pure joie, de soulagement, de gratitude. Et quand il se tourna vers Caroline, la tirant dans une étreinte, murmurant « Merci, merci, merci ». Comme un mantra, Caroline sut que quelque chose de fondamental avait changé. Ils n'étaient plus des étrangers, feignant l'intimité. Ils étaient des partenaires qui avaient traversé le feu ensemble et en étaient sortis. Mais leur voyage était loin d'être terminé, car Farah n'avait pas oublié sa menace. Et elle préparait un coup qui mettrait à l'épreuve tout ce que Caroline et Marc avaient construit. 3 jours après la sortie d'Amélie de l'hôpital, Caroline reçut l'enveloppe remise en main propre. À l'intérieur se trouvait une photo d'elle et du docteur Antoine, l'avocat de Marc, à la mairie le jour du mariage. Mais la photo était prise sous un angle, éditée pour paraître suspecte,
intime, comme s'il y avait quelque chose entre eux. Et avec la photo, il y avait une note à la calligraphie élégante. « Preuve que vous ne faites que jouer avec mon fils. Je vais vous exposer pour ce que vous êtes vraiment. Une chasseuse de fortune, sans scrupules. Préparez-vous. » Caroline regarda la photo, sa manipulation évidente, et sentit la colère monter en elle. Farah était prête à mentir, à fabriquer des preuves, à détruire sa fille, son propre fils, tout pour prouver son point. C'était insensé et dangereux, car dans un monde où l'image était tout, où un scandale pouvait détruire des réputations bâties au fil des décennies, cette photo, même fausse, pouvait causer des dégâts. Caroline devait en parler à Marc, mais quand elle alla le chercher, elle le trouva dans la chambre d'Amélie, lisant une histoire à sa fille. La petite fille riait, lui demandant de refaire la voix amusante du dragon, et Marc s'exécutait, rugissant dramatiquement, faisant éclater de rire Amélie. En regardant cette scène, la paix et le bonheur enfin retrouvés après des mois de tourments, Caroline hésita. Devait-elle détruire cela avec le drame de Farah? Devait-elle ramener l'ombre d'un nouveau scandale alors qu'ils émergeaient enfin à la lumière? Mais avant qu'elle ne puisse décider, Amélie la vit. « Tati Caro, viens. Papa lit une histoire sur une princesse qui combat les dragons au lieu d'attendre d'être secourue. Elle est exactement comme toi. » Le compliment innocent fit monter les larmes aux yeux de Caroline, car Amélie ne savait pas à quel point la comparaison était appropriée. Caro était sur le point de combattre un dragon, un qui partageait le sang de Marc, et elle ne savait pas si elle était assez forte pour gagner. Caroline décida de confronter Farah directement. Elle se rendit au palais de la Sheikha, une structure imposante au cœur de Paris, qui faisait paraître la maison de Marc modeste en comparaison. Elle fut accueillie par le majordome, qui la regarda avec une telle désapprobation que Caroline faillit rire. Elle était fatiguée d'être jugée par des gens qui ne la connaissaient pas. Farah la reçut dans un salon formel, toutes les surfaces polies, jusqu'à un éclat impossible, des œuvres d'art coûteuses au mur, un parfum d'oud lourd dans l'air. « Alors la chasseuse de fortune est enfin apparue, » dit Farah, sans préambule. « Avez-vous reçu mon cadeau ?»« J'ai reçu votre falsification, si c'est ce que vous voulez dire, » répondit Caroline, refusant d'être intimidée. « Et je suis venu vous dire que si vous tentez d'utiliser cette photo, je vous poursuivrai pour diffamation. Nous avons des témoins, des vidéos de surveillance, tout prouvant que la photo a été manipulée. » Farah haussa un sourcil. « Pensez-vous que cela importe ? Devant le tribunal de l'opinion publique, la perception est la réalité et je peux vous faire paraître n'importe quoi. »« Pourquoi ?» demanda Caroline sincèrement confuse. « Pourquoi faites-vous cela ? Votre fils est heureux, votre petite fille est en bonne santé. Quel est le problème ?»« Le problème, dit Farah froidement, c'est que vous n'êtes pas l'une des nôtres. Vous ne comprenez pas nos traditions, notre culture, notre mode de vie. Marc mérite quelqu'un de sa classe, quelqu'un qui peut naviguer dans notre monde sans le gêner, comme la mariée arrangée que vous aviez choisie, défia Caroline. Celle que ni lui ni elle ne voulaient. Ce serait mieux, ce serait approprié, répondit Farah. Mais je vois ce que vous avez découvert à ce sujet. Marc vous l'a dit. Il l'a dit parce que, contrairement à vous, il croit en l'honnêteté, en le choix, en le fait de laisser les gens vivre leur vie, au lieu de contrôler chacun de leurs mouvements. Caroline fit un pas de plus. Et voici une autre vérité. J'aime votre fils, pas pour son argent, pas pour son statut. Je l'aime parce qu'il est gentil, fort et dévoué, parce qu'il fait des voix idiotes pour faire rire sa fille, parce que quand le monde entier jugeait, il m'a vu. Il m'a vraiment vu. L'amour. Farah cracha le mot comme s'il était du poison. Quelle naïveté. L'amour ne soutient pas les mariages dans notre monde. Le devoir, l'honneur, la famille. Ces choses-là durent. L'amour s'estompe. Mais cela ne signifie pas que tout amour est destiné au même sort, dit Caroline doucement, voyant quelque chose de semblable à de la douleur, éclairer les yeux de Farah. Et peut-être, juste peut-être, projetez-vous vos propres chagrins sur moi. Farah se raidit. Vous ne savez rien de moi.
Je sais que vous vous êtes marié jeune par arrangement aussi. Je sais que votre mari était froid et distant. Je sais que vous avez élevé votre fils seul pendant qu'il avait d'autres compagnies. Caroline avait fait des recherches, découvert l'histoire de Farah grâce à Anne, l'assistante de Marc, qui travaillait pour la famille depuis des décennies. Et je sais que vous essayez de protéger Marc du même destin. Mais chez Farah, il n'a pas besoin de protection. Il a besoin de liberté pour choisir son propre bonheur. Pendant un instant, Farah parut fragile, vieille, comme si son masque avait glissé, révélant la douleur en dessous. Mais ensuite, elle recomposa son visage, redevenant dur. « Allez, dit-elle, et emportez vos fausses préoccupations avec vous. » Caroline se retourna pour partir, puis regarda en arrière. La photo, si vous l'utilisez, je me battrai, mais plus que cela, cela blessera Marc profondément. Et je pensais que, malgré tout, vous aimiez votre fils. Alors, la question est, combien êtes-vous prête à sacrifier pour avoir raison? Elle sortit avant que Farah ne puisse répondre, le cœur battant fort. Elle ne savait pas si ces mots avaient porté ou si elle avait seulement aggravé la situation. De retour au palais de Marc, Caroline le trouva dans son bureau, travaillant sur des piles de paperasse. Il leva les yeux quand elle entra, et le sourire qu'il lui offrit fit fondre son cœur. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je m'occupe de quelque chose, » dit Caroline vaguement. Elle n'était pas encore prête à parler de Farah, pas quand leur bonheur était si nouveau, si fragile. Marc l'étudia, percevant clairement qu'elle cachait quelque chose, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il repoussa sa chaise et tendit la main. « Viens ici. » Caroline s'approcha, le laissant la tirer sur ses genoux. C'était un rare moment d'intimité, sans Amélie, ni employé, ni attente, juste eux deux. « Je pensais, » dit Marc, ses doigts traçant des motifs sur son dos, « à nous, à l'avenir. » Et Caroline sentit la tension monter. Marc prit une profonde inspiration. « Et je veux réécrire complètement le contrat. Pas un mariage de contrat, un vrai mariage, avec tout ce qui va avec, l'amour, l'engagement, un avenir partagé. » Le cœur de Caroline s'arrêta. « Marc, laisse-moi finir. Je sais que c'est rapide, je sais qu'il y a des complications comme ma famille, les médias, tout, mais Caro, quand j'ai failli perdre Amélie, j'ai réalisé quelque chose. La vie est trop courte pour la gaspiller dans la peur, trop courte pour ne pas atteindre le bonheur quand il est juste devant nous. » Il prit ses deux mains. « Je t'aime complètement, désespérément, et si tu me donnes une chance, je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu ne le regretteras pas. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Caroline. « Je t'aime aussi, tellement que ça fait peur. Mais Marc, il y a des choses que tu ne sais pas, des choses que ta mère... » « Je me fiche de ce que ma mère pense, » l'interrompit Marc fermement. « Elle devra l'accepter parce que je te choisis. Toujours, sans aucun doute, je te choisis. » C'était tout ce que Caroline voulait entendre, mais une partie d'elle savait que ce ne serait pas si simple. Les familles comme celle de Marc n'acceptèrent pas simplement, elles se battaient. Et Farah n'avait pas fini. Mais à ce moment-là, dans ce bureau, avec la lumière dorée de l'après-midi se déversant par les fenêtres, et l'homme qu'elle aimait la tenant comme si elle était précieuse, Caroline se laissa croire. Croire aux contes de fées, aux fins heureuses, à l'amour qui conquiert tout. Le baiser qu'ils partagèrent fut une promesse et un commencement. Et quand Marc murmura « Épouse-moi à nouveau, cette fois pour de vrai », Caroline murmura en retour « Oui », sans hésitation. Mais leur bonheur serait de courte durée, car 2 heures plus tard, le téléphone de Marc sonna. C'était sa mère. Et la nouvelle qu'elle avait allait tester tout ce qu'ils avaient construit d'une manière à laquelle aucun d'eux n'était préparé. « Marc !» dit Farah d'une voix étrangement calme, « tu dois venir au palais maintenant. » Tandis que Marc regardait Caroline, l'inquiétude grandissant dans ses yeux, Caroline sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quel que soit le jeu de Farah, il ne faisait que commencer. Et cette fois, elle avait trouvé une arme qui pourrait détruire non seulement la réputation de Caroline, mais le cœur même de Marc, ce qu'elle avait découvert et comment il survivrait à ce qui allait suivre.
Au palais de Farah, ils furent conduits dans la salle privée où attendait non seulement la Sheikha, mais aussi le docteur Antoine, l'avocat, et un homme que Caroline ne reconnut pas. Un homme plus âgé, peut-être 60 ans, avec une expression douce, mais des yeux fatigués. « Marc, Caroline, asseyez-vous, dit Farah, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit retentir des alarmes dans la tête de Caroline. Pas de triomphe ou de colère, mais de la tristesse. Ils s'assirent. Marc, clairement confus et de plus en plus irrité par le drame. « Mère, qu'est-ce que c'est? Si c'est à propos de Caroline, je l'ai déjà dit. » « Ce n'est pas à propos de Caroline. Enfin, pas directement. » Farah se tourna vers l'homme plus âgé. « Voici le docteur Henri Dubois. Il était le cardiologue personnel de votre épouse, Nora, et il a des informations que je crois que vous avez le droit de savoir. » Marc pâlit. « Des informations sur Nora? Elle est morte il y a 4 ans. Qu'est-ce que le docteur? Henri pourrait bien... » Le docteur Henri s'éclaircit la gorge. « Cher Marc, je dois commencer par m'excuser pour ce que j'ai fait, pour les mensonges que j'ai racontés, pour la douleur que j'ai causée, et je porte ce poids chaque jour. »« Qu'avez-vous fait ?» demanda Marc d'une voix dangereusement calme. Le docteur Henri regarda le dossier qu'il avait apporté, puis de nouveau Marc. « Nora n'est pas morte de complications liées à l'accouchement. Elle est morte parce que j'ai commis une erreur terrible, impardonnable. Pendant une chirurgie d'urgence, alors qu'elle avait son 2e enfant, j'ai confondu les médicaments. Je lui ai donné une mauvaise dose d'anticoagulant. Cela a provoqué une hémorragie massive que nous n'avons pas pu arrêter. » Le monde s'arrêta. Caroline sentit Marc rester complètement immobile à côté d'elle, comme s'il s'était transformé en pierre. « Nora !» Les mots étaient murmurés, horrifiés. « C'était un accident, » dit le docteur. Henri, rapidement, les larmes commençant à couler. « Une horrible erreur, et je l'ai couverte. J'ai listé des complications d'accouchement dans les dossiers. J'ai convaincu d'autres médecins de corroborer l'histoire, parce que j'étais trop lâche pour faire face aux conséquences. »« Pourquoi ?» demanda Marc, la voix brisée. « Pourquoi couvrir? Pourquoi mentir pendant toutes ces années? Parce que j'étais sur le point de prendre ma retraite, parce que je ne voulais pas passer les dernières années de ma vie en prison, parce que... » Il laissa tomber sa tête. « Parce que j'étais faible et égoïste, et j'ai mis ma paix au-dessus de la justice pour vous et votre famille. » Marc se leva brusquement, sa chaise tombant en arrière avec un bruit sourd. « Vous m'avez laissé croire que ce n'était qu'une tragédie. Vous m'avez laissé porter la culpabilité, me demandant s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire, un meilleur hôpital, un meilleur médecin. Je me suis torturé pendant des années. » Sa voix montait, des années de douleur et de colère, trouvant enfin une cible. « Et vous saviez tout le temps, vous saviez que c'était votre erreur, votre incompétence, et vous avez simplement vécu votre vie. » Le docteur Henri sanglotait ouvertement. « Maintenant, je sais qu'une excuse ne suffit pas. Rien de ce que je dirai ne peut changer ce que j'ai fait, mais je suis venu ici parce que je ne peux plus vivre avec ça, et parce que Sheikha Farah a découvert la vérité par une source à l'hôpital et m'a donné le choix. Confesser ou elle exposerait tout publiquement. Au moins comme ça, vous l'entendez de ma part. Vous pouvez me poursuivre, faire ce qu'il faut pour obtenir justice. » Caroline était sous le choc, traitant la révélation explosive, mais une partie d'elle était confuse. Pourquoi Farah ferait-elle cela? Pourquoi exposer cette vérité maintenant, de toutes les heures? Elle regarda sa belle-mère et vit des larmes silencieuses couler sur le visage de la femme plus âgée. Farah ne faisait pas cela par cruauté. Elle le faisait par justice pour son fils, pour la vérité qu'il méritait depuis des années. « Docteur Dubois, » dit Marc, d'une voix froide et contrôlée, d'une manière plus effrayante que des cris. « Partez avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai et attendez des nouvelles de mes avocats. » Le docteur Henri acquiesça misérablement et sortit, escorté par la sécurité. Dès que la porte se ferma, Marc s'effondra. Il tomba littéralement à genoux, les sanglots le déchirant d'une manière qui semblait arracher des morceaux de son âme. Caroline fut à ses côtés en un instant, le tenant,
le laissant se briser dans ses bras. Farah resta assise, témoin silencieuse de la douleur de son fils. Après ce qui sembla une éternité, mais ne fut probablement que quelques minutes, Marc s'essuya le visage et regarda sa mère. « Comment avez-vous découvert ?» Une infirmière qui était dans la salle ce jour-là. Elle portait aussi la culpabilité, mais elle est récemment tombée malade, un cancer en phase terminale. Elle a voulu se décharger de sa conscience avant de mourir. Elle est venue me voir parce qu'elle n'avait pas le courage de vous affronter directement. Farah fit une pause. « Marc, je sais que tu es en colère, dévasté, mais il y a une raison pour laquelle j'ai forcé cette confrontation maintenant devant Caroline. » Marc regarda Caroline, la confusion dans ses yeux rougis. « Quoi ? Parce que j'avais besoin que tu vois, » dit Farah, regardant directement Caroline. « Comment elle est restée à tes côtés? Comment elle n'a pas fui quand la situation est devenue difficile et émotionnelle? Comment son premier instinct a été de te réconforter, de te tenir, même quand le monde s'écroulait? » La Tchéka se tourna vers Caroline. « Je me suis trompé à ton sujet, complètement, honteusement trompé. Tu n'es pas une chasseuse de fortune. Tu aimes mon fils. Et plus important encore, tu es assez forte pour rester à ses côtés à travers les tempêtes que notre vie apporte. » Caroline cligna des yeux, surprise. « Vous me testiez ?»« Non, cette partie-là, non, » dit Farah rapidement. La découverte concernant le docteur Dubois était réelle et quelque chose que Marc méritait de savoir. Mais oui, j'observais ta réaction et j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Elle se leva, s'approcha et, au choc de Caroline, la serra dans ses bras. Bienvenue dans la famille, pour de vrai cette fois. Et je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. C'était beaucoup à assimiler. La révélation sur Nora, l'acceptation de Farah, tout se produisant en même temps. Mais l'attention de Caroline resta sur Marc, qui était assis silencieusement, essayant clairement de traiter des années de deuil à travers une nouvelle lentille de colère justifiable. « Marc, » dit Caroline doucement, s'agenouillant devant lui. Il la regarda, et la vulnérabilité brute dans ses yeux fit mal à son cœur. « J'ai besoin... je ne sais pas. J'ai l'impression que tout ce que je pensais savoir sur sa mort, sur le deuil, était un mensonge. » « Ce n'était pas un mensonge, » dit Caroline fermement. « Ta douleur était réelle, ton amour pour elle était réel. Le docteur Dubois a menti sur la cause, mais cela n'a pas changé le fait que tu as perdu quelqu'un de précieux. Ne laisse pas ses erreurs ternir sa mémoire. »« Mais je pourrais le poursuivre, » dit Marc. « Je pourrais le faire payer, ruiner sa vie comme il a ruiné la mienne. »« Tu pourrais ?» Caroline acquiesça. « Et si c'est ce dont tu as besoin pour guérir, je te soutiendrai. Mais Marc, demande-toi, cela ramènera-t-il Nora? Cela rendra-t-il Amélie plus saine? Ou cela ne fera-t-il que perpétuer un cycle de douleur ?» Marc resta silencieux pendant un long moment. « Alors, je déteste que tu aies raison. Je déteste qu'une partie de moi veuille se venger. Mais une autre partie est trop fatiguée de porter la colère. » Il serra Caroline dans ses bras. « Comment sais-tu toujours quoi dire ? » « Je ne sais pas, » admit Caroline. « Je me débrouille juste, j'essaie d'être là pour toi comme tu l'as été pour moi. » Ils restèrent ainsi, se tenant l'un l'autre, jusqu'à ce que Farah quitte discrètement la pièce, leur accordant de l'intimité. Et dans le silence de cette chambre, Marc se permit enfin de traiter, de lâcher prise, de commencer à guérir d'une blessure qu'il ne savait même pas infecter. « Je t'aime, » dit-il finalement. Et je sais que je l'ai déjà dit, mais maintenant je comprends ce que cela signifie vraiment. Oui, Caroline acquiesça, et je choisis de rester, toujours. Dans les jours qui suivirent, Marc décida de ne pas poursuivre le docteur Henry au pénal. Au lieu de cela, il exigea que le docteur prenne sa retraite immédiatement, confesse publiquement son erreur à la communauté médicale et établisse une fondation au nom de Nora, axé sur la prévention des erreurs médicales. C'était une justice tempérée par la miséricorde, et Caroline n'avait jamais été aussi fière de lui. Et à mesure que la poussière retombait, quelque chose d'inattendu se produisit. Farah devint une alliée, voire une amie.
elle commença à passer du temps avec Caroline, lui enseignant la culture et les traditions, mais aussi écoutant les histoires de France sur la vie de Caroline avant Paris. « Il est redevenu heureux », dit Farah un après-midi en prenant le thé. « Je ne pensais pas que c'était possible, mais tu l'as atteint d'une manière que personne d'autre n'a pu. »« Parce que je l'aime », dit simplement Caroline. « Et l'amour, quand il est réel, a le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. » Farah sourit. « Tu as raison. Je me suis trompé en pensant que l'amour ne soutenait pas les mariages. Peut-être est-ce le seul qui les soutient vraiment. » 3 mois après l'opération d'Amélie, après la révélation sur Nora, après tout ce qu'ils avaient traversé, Marc décida qu'il était temps de faire quelque chose qu'il planifiait en secret. Caroline pensait qu'elle allait à un dîner ordinaire dans leur restaurant préféré, mais quand elle arriva, elle trouva l'endroit transformé, lumière douce, pétales de rose, partout. Et au centre de tout, Marc l'attendait. Et à ses côtés, Amélie, vêtue d'une robe de princesse rose, tenant un panier de fleurs. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Caroline, confusion mêlée d'une compréhension croissante. Marc fit un pas en avant. « Caroline Dubois, nous nous sommes mariés une fois par nécessité, par contrat et par désespoir, et l'espoir que nous pourrions peut-être sauver les enfants que nous aimions. Et d'une certaine manière, dans ce processus, je suis tombé amoureux de toi, de ta force, de ta gentillesse, de la façon dont tu aimes ma fille, comme si elle était la tienne, de la façon dont tu me vois vraiment, au-delà des titres et de la richesse. » Il s'agenouilla et Caroline sentit les larmes commencer à couler. « Alors, je te le demande à nouveau, non pas par contrat, non pas par nécessité, mais par amour, un amour pur, simple, écrasant. Caroline, accepterais-tu de m'épouser pour de vrai cette fois ?» Avant que Caroline ne puisse répondre, Amélie sauta en avant. « Et être ma vraie maman, parce que papa a dit que si tu acceptes, je peux t'appeler maman au lieu de tati. » Le cœur de Caroline était si plein qu'il semblait sur le point d'éclater. Elle regarda Marc, l'homme qui était entré dans sa vie comme un étranger, désespéré, et était devenu tout. Et Amélie, le petit papillon courageux qui avait appris à Caroline que la famille n'était pas seulement le sang, mais l'amour et le choix. « Oui, » dit-elle, la voix brisée par l'émotion. « 1000 fois oui, pour vous deux. » Marc se leva et glissa la nouvelle bague à son doigt. Ce n'était pas celle de sa mère, mais une créée spécialement pour Caroline, des émeraudes vertes comme sa France, entourant un diamant central, une fusion de leur monde. Quand il l'embrassa, ce fut sous les applaudissements de la famille qui s'était réunie secrètement. Farah pleurait de bonheur, Gabriel par appel vidéo depuis la Suisse, complètement rétabli maintenant, amis et employés qui avaient été témoins de leur parcours depuis le début. Mais ce fut Amélie qui vola la vedette, courant pour les embrasser tous les deux, criant « Maman, papa » à plusieurs reprises, testant les mots qu'elle pouvait maintenant utiliser librement. Le vrai mariage eut lieu 1 mois plus tard. Cette fois, ce fut une célébration complète, une belle fusion de traditions arabes et françaises. Caroline portait une robe blanche éblouissante, avec des détails en dentelle que sa mère l'avait aidée à choisir. Marc portait une tunique traditionnelle blanche, impeccable, et Amélie fut la demoiselle d'honneur, marchant dans l'allée, jetant des pétales avec tant de sérieux que tout le monde rit. Quand vint l'heure des vœux, Marc fut le premier. « Caroline, quand je t'ai rencontrée, j'étais au point le plus sombre de ma vie, perdu, désespéré, certain que le monde conspirait contre moi. Et puis tu t'es assise à mes côtés dans ce jardin à 3 heures du matin et tu as simplement compris. Tu n'as pas essayé de réparer, tu n'as pas offert de platitude, tu as juste vu ma douleur et tu es resté avec elle. Et à ce moment-là, sans le savoir, tu as planté une graine d'espoir. » Sa voix était rauque d'émotion. « Tu as sauvé ma fille, mais plus que cela, tu m'as sauvé. Tu m'as appris qu'il est normal de se briser, parce qu'il y a des gens qui t'aideront à rassembler les morceaux. Tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être réel.
Parfois, les meilleures choses de la vie viennent déguisées en accords désespérés, faits à 3 heures du matin. L'assemblée rit à travers les larmes. Caroline s'essuya les yeux avant de commencer. « Marc, je suis venu à Paris, pensant que je faisais un noble sacrifice, 1 an de ma vie en échange du salut de mon frère. Cela semblait clair, simple, mais tu as tout compliqué de la meilleure façon possible. Tu m'as montré que l'amour n'est pas toujours un roman de contes de fées. Parfois, il est brut et désordonné et construit dans des chambres d'hôpital et des confessions de minuit. Mais cela ne le rend pas moins beau, cela le rend plus réel. » Elle regarda Amélie, qui était assise au premier rang à côté de Farah. « Et tu m'as donné une famille dont je ne savais même pas que j'avais besoin, une fille que je choisis tous les jours, une belle-mère qui est devenue une amie, une maison qui ressemble vraiment à un foyer. Alors, je te promets, et je promets à Amélie. Je ne vais nulle part, tu es coincé avec moi maintenant. » « Bien, dit Marc, souriant à travers ses propres larmes, exactement là où je veux être. » Le baiser, quand ils furent de nouveau prononcés mari et femme, fut différent du premier. Celui-là avait été transactionnel, incertain. Celui-ci fut une promesse, une célébration, le début d'un avenir qu'ils construiraient ensemble. À la réception, des histoires furent racontées. Gabriel, maintenant en rémission complète, était venu de Suisse et fit un discours ému sur sa sœur, qui avait tout sacrifié pour lui et avait tout trouvé en retour. Farah surprit tout le monde en portant un toast, admettant publiquement qu'elle avait mal jugé Caroline et était reconnaissante d'avoir eu tort. Et Amélie, déjà fatiguée mais refusant de manquer quoi que ce soit, insista pour danser avec ses 2 parents. Une petite famille de 3 tournant ensemble sur la piste de danse. « C'est réel maintenant, n'est-ce pas, maman ?» Amélie murmura à Caroline pendant la danse. « Tu ne vas jamais partir? Je suis là pour toujours, pour toi et pour ton papa, » promit Caroline. « Bien, » dit Amélie se blottissant plus près, « parce que je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. »« Je t'aime aussi, mon papillon. » répondit Caroline en utilisant le surnom de Marc pour elle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que la nuit continuait, Caroline se retrouva sur un balcon avec Marc, volant un moment de silence aux célébrations. « Alors, » dit Marc, l'enlaçant par derrière, « tu regrettes d'avoir accepté la proposition folle de cet homme désespéré dans un jardin d'hôtel ?» Caroline se tourna dans ses bras. « Pas du tout, la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Marc embrassa son front. « Je suis l'homme le plus chanceux du monde. »« Non, » Caroline dit avec un sourire, « c'est moi la plus chanceuse. J'ai réussi à sauver mon frère et j'ai gagné une famille entière dans le processus. » Ils restèrent ainsi, se tenant l'un l'autre, tandis que les sons de la fête continuaient à l'intérieur. Et Caroline pensa à quel point sa vie était différente maintenant d'il y a 1 an. Comment elle était passée de directrice d'hôtel, luttant financièrement, à l'épouse d'un cher, mère d'une belle petite fille, membre d'une famille qui l'avait acceptée complètement. Et tout avait commencé parce qu'elle avait été gentille avec un étranger en pleurs dans un jardin, parce qu'elle avait vu sa douleur et n'avait pas jugé. Parfois, pensa Caroline, les miracles ne viennent pas déguisés en grands gestes ou en énormes sommes d'argent. Ils viennent déguisés en petits actes de gentillesse dans les moments sombres. Et elle était reconnaissante chaque jour d'avoir été dans ce jardin cette nuit-là, prête à écouter quand Marc avait besoin d'être entendu. « À quoi penses-tu » demanda Marc, remarquant qu'elle était devenue silencieuse. « Je pensais, » dit Caroline lentement, « mais je n'étais pas préparée à ce que le cher milliardaire cachait. » « Et qu'est-ce que c'était » demanda Marc intrigué. Caroline sourit. Un cœur en or, une âme douce et une capacité d'aimer si profonde qu'elle a transformé une sceptique comme moi en croyante aux contes de fées. C'était le secret que tu cachais, et le meilleur secret jamais découvert. Marc rit, un son riche et heureux que Caroline aimait entendre. « Tu dis que je suis ton conte de fées ? Tu es mieux qu'un conte de fées, » répondit Caroline, « parce que tu es réel, imparfait, compliqué, merveilleusement réel. Moi non plus, » Marc acquiesça, « moi non plus. » Et tandis qu'ils retournaient à la réception, vers leur famille et leurs amis et l'avenir qu'ils construisaient ensemble,
Tous deux savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Non pas un mariage parfait, mais un mariage vrai. Et au final, c'était tout ce qui comptait vraiment. Des années plus tard, quand ils racontaient l'histoire de leur rencontre, ils terminaient toujours de la même manière. « Elle a accepté le mariage de contrat », disait Marc, « mais elle n'était pas préparée à ce que je cachais. » Caroline complétait. « Et qu'est-ce que c'était ?» demandèrent les gens, intrigués, et ils répondaient ensemble. « L'amour, le véritable amour, le genre qui ne peut être acheté ou vendu, seulement découvert, nourri et choisi chaque jour pour toujours. » Et tandis qu'Amélie grandissait forte et en bonne santé, tandis que Gabriel construisait sa propre vie brillante, tandis que la famille s'agrandissait et que la vie continuait son cours beau et chaotique, Caroline et Marc tinrent la promesse qu'ils s'étaient faite l'un à l'autre, de choisir l'amour, d'affronter les tempêtes ensemble, de construire une vie qui honorait à la fois les contrats originaux désespérés et l'amour réel qui en avait découlé. Parce que parfois les meilleures histoires commencent de la manière la plus improbable. Et parfois la personne que vous engagez par nécessité devient la personne sans laquelle vous ne pouvez pas vivre. C'était le secret que Caroline avait découvert et le plus grand cadeau qu'elle ait jamais reçu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui toucheront votre cœur. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu. Cela aide la chaîne à grandir et à vous apporter plus d'histoires. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et dites-nous d'où vous nous regardez et quelle partie vous a le plus ému. Je lis tous les commentaires et j'adore savoir que ces histoires touchent les cœurs partout en France et dans le monde. Parfois, la vie nous met dans des situations impossibles, non pas pour nous briser, mais pour nous montrer la force que nous ne savions pas que nous avions. Et quand vous pensez que vous faites un sacrifice, rappelez-vous, c'est peut-être exactement là que vous trouverez la plus grande bénédiction déguisée, parce que le véritable amour n'est pas toujours trouvé. Parfois, il est construit brique par brique, choix par choix, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez construit un foyer. À la prochaine histoire. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.